Selon l'indice de perception de la corruption 2023 rapporté par Transparency International, le Togo est la 126e nation moins corrompue sur 180 pays. Selon une autre enquête réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, en collaboration avec la A+IA, il ressort que le montant total cumulé sur une année de pots de vin est évalué à environ 10 milliards de francs CFA et que 97% des Togolais, victimes ou témoins, sont réticents à dénoncer les cas de corruption. Eu égard à ces résultats, l'on peut comprendre que la corruption est un fléau qui nuit à la croissance économique du pays. En effet, la corruption a de nombreux effets négatifs sur le développement d'un pays. Elle entrave la croissance économique, freine les investissements en réduisant la productivité et surtout en augmentant le coût de l'activité économique. Aussi, elle est un fléau qui entraîne une dégradation du niveau de vie, augmente la pauvreté, entre autres. En ce jour du 9 décembre où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la corruption, il est donc important que les gouvernants préconisent davantage des solutions pour la contrer afin d'assurer une bonne gestion des ressources. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se dit être parvenu à la conclusion selon laquelle le Togo a globalement atteint un score modéré relatif à la mise en œuvre des recommandations de 2019 sur les industries extractives. Malgré ce score modéré de 74 points sur 100, les lacunes en matière de transparence subsistent au niveau des principales divulgations de données. La publication régulière des déclarations financières est essentielle pour améliorer la supervision. Selon l'initiative, la transparence des relations financières entre les sociétés d'État et l'État lui-même renforcerait la redevabilité publique. En exemple, la publication de données sur les volumes et les valeurs des ventes de phosphate permettrait d'instaurer un débat public éclairé et fondé sur des données en ce qui concerne les politiques relatives à ce minerai important, d'autant plus que la Société nationale des phosphates du Togo, SNPT, reste la première entreprise d'État du Togo. En outre, l'examen des exportations informelles d'or et de la contrebande en provenance des pays voisins pourrait mettre en lumière des fuites et des flux financiers conséquents dont le Togo pourrait bien bénéficier. L'ITIE reconnaît que des précisions sur les régimes fiscaux et la répartition des recettes sont aussi nécessaires pour aider les communautés à contrôler ce qui est dû, ce qui est payé et ce qui est reçu localement. Lomé, la capitale du Togo, fait partie des villes les plus attractives du continent. Voilà ce qui ressort d'un récent classement réalisé par Jeune Afrique. En effet, selon le magazine, Lomé figure parmi les 30 premières villes du continent, ceci malgré les défis majeurs auxquels elle est confrontée. La capitale du Togo est donc classée à la 21e place et se classe derrière Abuja et devant Alger. Si le Cap en Afrique du Sud et Casablanca au Maroc dominent par leur réussite économique et urbaine, d'autres capitales comme Kigali au Rwanda ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire se distinguent par leur qualité de vie ou leur dynamisme. En résumé, le Cap s'impose comme la ville la plus attractive d'Afrique au cours de l'année 2023. Par contre, Lomé et Libreville souffrent de manque criant. Il s'agit d'un accès limité à l'eau courante, de la corruption ou encore des projets économiques au point mort. Ces obstacles freinent les ambitions de la ville et creusent les inégalités. Rappelons que la ville de Ouagadougou ferme le classement à la 30e place. Le programme, dénommé WIZO, conçu dans le but de réduire les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, conformément aux objectifs de renforcement de l'inclusion sociale et de la modernisation de l'État, continue d'enregistrer des résultats encourageants. Un an après son lancement, WIZO, le programme d'accompagnement médical et financier de la femme enceinte et du nouveau-né, a mobilisé plus de 1,3 milliard de francs CFA. Ces fonds ont permis notamment d'appuyer plus de 376 500 femmes pour plus de 206 000 consultations prénatales réalisées sur la période. Cette initiative, déployée par le gouvernement, a permis d'assurer aujourd'hui 366 245 accouchements. En tout, ce sont plus de 3,2 millions de prestations qui ont été fournies dans le cadre du programme, confirmant ainsi son impact significatif sur la santé maternelle et infantile.
Ces résultats, dus notamment à l'adhésion des populations du corps médical, ont été salués par le gouvernement. Pour l'exécutif, l'objectif est désormais de capitaliser sur les bonnes pratiques et d'identifier les axes d'amélioration dans la perspective de la généralisation de l'assurance maladie. À ce jour, plusieurs milliards de francs CFA ont été investis dans cette initiative. L'exécutif entend non seulement maintenir cette dynamique, mais aussi l'étendre. Notons que son panier de soins intègre aujourd'hui non seulement un kit complet d'enrôlement, un carnet mère-enfant, les actes tels que les consultations prénatales et l'accouchement, mais aussi toute une série d'analyses telles que les échographies, le groupage Rhésus, la numération formule sanguine pour un suivi de grossesse de qualité pour tous. Les habitants d'Njamena, la capitale du Tchad, se sont retrouvés dans une situation désespérée lorsque le fleuve Chari et son affluent, le Logone, ont atteint des niveaux records. Cette crue extraordinaire a été provoquée par des pluies torrentielles en octobre qui ont submergé des quartiers entiers. Là, c'est tout ce que je mange. L'eau a tout gâté. Le riz, l'oseille, le gombo, tout, il y en a dans l'eau. Environ 4000 personnes ont trouvé refuge dans le camp de Chari-Baguermi. Les inondations au Tchad ont accru les dangers pour les femmes et les jeunes filles, y compris celles du camp de déplacés. J'ai reçu une femme là que son mari l'a contaminée avec le VIH et c'est une mère de 5 enfants, elle est âgée de 27 ans et même la maison est écoulée sur elle. Maintenant, elle ne peut rien faire pour ses enfants, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas une habitation, même la nourriture, tout ça. Donc c'est vraiment horrible pour cette femme. Privées brutalement de soins de santé, de nourriture, d'abri et d'eau potable, les femmes enceintes ont vu leur accouchement devenir potentiellement mortel. Vous me voyez, moi-même je suis devenue maigre comme ça, il n'y a pas à manger. S'il y a à manger, là, je mange le lait, là va venir pour l'enfant. Mais s'il n'y a pas à manger, l'enfant là commence à maigrir. Moi-même, je maigris tout le temps. Ah ouais? Donc, les servants, ils m'ont bien gardé. Selon les fonds des Nations Unies pour la population, depuis juillet 2024, des inondations catastrophiques au Tchad ont gravement affecté près de 2 millions de personnes. Alors que les violences font rage dans leur pays depuis avril 2023, plus d'1,1 million de Soudanais ont trouvé refuge au Tchad. Les femmes et les enfants représentent près de 90% de ces infortunés. Nous étions à la maison, raconte Ala Moussa Mahamat, déplacé de 17 ans. Des hommes armés sont entrés dans notre maison. Ils m'ont appelé en me disant « Et ma fille, où est le général ?» Je leur ai répondu que je ne savais pas. Je n'ai pas de frère aîné qui soit général, alors ils m'ont dit « Rentre ». J'ai refusé. Ils m'ont alors emmené à l'extérieur, ce que j'ai refusé. Ils ont pris ma sœur et l'ont battue à plusieurs reprises. Puis ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont tiré dessus 3 fois. La première fois, je ne suis pas tombé. La deuxième, ma main saignait. Et la troisième fois, j'ai été touché à la main et je suis tombé. Dans les camps de réfugiés au Tchad, comme ici à Farchana, les services sociaux de base manquent à l'appel, mettant en danger notamment les vies des femmes enceintes. Nous sommes ici au camp de Farchana. En tant que femmes, le problème le plus urgent auquel nous sommes confrontés est celui des livraisons. Ici dans le camp, nous n'avons pas d'hôpital ni de véhicule pour sécuriser les femmes enceintes. Nous nous battons avec ces femmes pour qu'elles accouchent. Parfois, elles viennent me voir personnellement à la maison. Si j'ai un peu d'argent, je commande un transport pour les emmener à l'hôpital. Il arrive que la femme fasse une hémorragie grave, une fausse couche ou soit confrontée aux situations extrêmes pouvant entraîner la mort. L'appel de l'UNFPA pour 2024 au Tchad d'un montant de 23,6 millions de dollars n'a été financé qu'à hauteur de 36%. L'agenda politique prévoit des élections dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Entre scrutin législatif et présidentiel, le calendrier doit s'étendre jusqu'en 2026. Le sujet a été évoqué au Conseil de sécurité.
Vendredi, le représentant de l'ONU dans cette partie du continent plaide pour des élections libres, inclusives et pacifiques. Le 29 décembre prochain, le Tchad va conclure sa transition politique avec des élections législatives provinciales et locales qui finaliseront la mise en place des institutions prévues par la Constitution de la Ve République adoptée par référendum le 17 décembre 2023. En outre, le Burundi, le Cameroun, le Gabon et la République centrafricaine organiseront des élections législatives ou présidentielles en 2025, tandis que le Congo et Sao Tomé et Principe iront vers des élections présidentielles en 2026. Les inondations qui ont secoué plusieurs pays de la région ont aussi été évoquées, signe de la vulnérabilité de l'Afrique centrale au dérèglement climatique. Depuis le début de l'année 2024, presque tous les pays d'Afrique centrale ont été affectés par des phénomènes climatiques extrêmes, se traduisant par des inondations meurtrières et destructrices, ayant touché plus de 3,2 millions de personnes, exacerbant ainsi les tensions sociales et économiques dans la sous-région. Il est heureux de constater que la COP29 a souligné le rôle clé de la forêt du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète. En effet, à ce jour, moins de 15% des engagements internationaux en faveur de l'Afrique centrale ont été honorés. La région doit aussi faire face à la résurgence de l'insécurité liée à Boko Haram et aux groupes affiliés à l'État islamique. Les 5 et 6 décembre, le Burundi a organisé une table ronde pour attirer des investisseurs et mobiliser des financements. À cette occasion, le président Ndayishimiye a plaidé pour un partenariat équilibré, bénéfique pour toutes les parties et propice au développement durable. Nous présentons notre ambition définie à travers la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, afin de vous mettre à contribution dans sa mise en œuvre à travers des partenariats mutuellement avantageux. Fondée sur l'engagement de l'État, l'efficacité économique, l'équité sociale, la sauvegarde de l'environnement et la préservation de la culture, cette vision 2040 vise la création d'une économie industrielle. L'objectif cette fois-ci, c'est de pouvoir passer de cette économie agricole, je dirais de subsistance, à une économie industrielle où elle est créatrice d'emplois décents. L'application de cette vision progresse, mais des défis subsistent. Alain Ndikumana a précisé que le budget 2023-2027 est de 28,8 milliards de dollars, dont 6 milliards déjà obtenus. Pourtant, l'état de l'économie reste alarmant. Aujourd'hui, la croissance économique est estimée à 2%. Si l'inflation est estimée à plus de 30%, il va sans nul doute que chaque année, en Burundi, perd le pouvoir d'achat. Surmonter ces défis nécessite de renforcer les partenariats et de lutter contre la corruption systémique pour exploiter durablement des secteurs clés comme le tourisme, les minerais et le commerce. L'opposition namibienne a annoncé samedi qu'elle va contester le 23 décembre les résultats de la présidentielle du 27 novembre. Le Parti des Patriotes indépendants pour le changement veut dans cette perspective accéder au décompte de bulletins de vote. Aussi a-t-il saisi la haute cour du pays après avoir obtenu le feu vert d'un tribunal sur la question. L'opposition a rejeté les résultats de la présidentielle publiés le 3 décembre par la commission électorale en raison de la prolongation du scrutin à 2 reprises. Netumbo Nandi Ndaitwa de la SWAPO au pouvoir a été crédité de 51% des voix dès le premier tour. À 72 ans, elle est la première femme présidente de la Namibie. Mais il faut encore que la justice puisse élaguer le contentieux électoral. En visite au Lesotho, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a mis en avant les initiatives de ce pays d'Afrique australe en matière de transition verte, des investissements dans les énergies renouvelables qui, selon Antonio Guterres, permettront au Lesotho d'être en première ligne des pays capables d'atteindre un développement vert. Le Lesotho est sur la voie du développement.
Mais des écueils subsistent, l'Afrique australe étant en proie à l'une de ses pires sécheresses, déclenchant une crise de la faim qui a touché plus de 27 millions de personnes selon l'ONU. Le Lesotho n'est pas épargné.